Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je reçois aujourd'hui Natacha Butzbach. Elle est psychologue spécialisée en périnatalité et en accompagnement parental. Avec elle, nous allons discuter du choix d'allaiter ou non. Comment choisit-on ? Par quoi ou qui est-on guidé dans cette décision ? On abordera ensemble la place de la transmission dans notre société, la place du deuxième parent, mais aussi le rapport à notre corps. Tous ces facteurs qui nous influencent dans nos choix, consciemment ou non. Pour se poser les bonnes questions, qu'est-ce qui se cache derrière un « je veux allaiter » ou « je ne veux pas allaiter », je vous invite à écouter Natacha. Bonjour Natacha, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte. Alors Natacha, tu es psychologue spécialisée en périnatalité et en accompagnement parental. Et tu es aussi maman allaitante. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce titre, psychologue spécialisé en périnatalité et en accompagnement parental ? Alors, le principe de la psychologie spécialisée en périnatalité, c'est de pouvoir accompagner les parents tout au long en fait du processus d'enfantement, mais aussi en amont, donc tout ce qui est anténatal, préconception, même envisager le désir de grossesse, accompagnement dans les parcours de procréation médicalement assistée, ou même dans les parcours, euh, par exemple pour les femmes en couple homosexuel, d'avoir des enfants et de pouvoir justement avoir un cheminement là-dessus. Mais aussi tous les cheminements durant la grossesse, avec toutes les difficultés qui peuvent émerger à ce moment-là, et en postpartum et aller en postnatal après, pour se sentir bien dans sa parentalité, dans l'accueil d'un enfant et dans l'harmonie de son couple aussi quand c'est une parentalité en couple. Ok, très bien. Aujourd'hui, on s'est dit toutes les deux qu'on allait aborder un sujet important, à savoir le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter, parce que c'est déjà le premier truc, voilà, la base. Qu'est-ce qui, dans notre environnement, dans ce qui est inhérent à nous-mêmes, quelles composantes psychologiques nous influencent dans ce choix ? Mais en fait, je pense qu'on peut difficilement séparer les individus de leur environnement. Et donc, forcément, un individu, et en l'occurrence principalement les femmes qui décident d'allaiter ou de ne pas allaiter, le font en réponse à ce qu'il y a autour d'elles et dans ce qu'elles ont pu percevoir autour d'elles. Dans ce qu'elles ont pu percevoir, il y a les informations qu'elles ont pu ou pas avoir, et il y a les expériences des femmes autour d'elles. Il y a toute la volonté, mais d'un point de vue plus métabolique presque, ou en tout cas elles se sentent en fait toujours portées. Il y en a certaines femmes qui peuvent s'être senties portées par ça depuis le début et pour qui c'est une évidence. Et souvent c'est relatif au fait qu'elles ont vu des femmes allaiter autour d'elles ou que même elles-mêmes ont pu allaiter. Et donc globalement, les composantes psychologiques de ça, il y a aussi tout un rapport au corps qui joue beaucoup. Parce que, par exemple, il peut y avoir des femmes qui aimeraient allaiter, mais qui ont fait, par exemple, une réduction mammaire ou une augmentation mammaire, qui ne veulent pas, finalement, utiliser leur poitrine à des fins nutritives, nourriciers, parce que ça peut poser problème avec les opérations précédentes. Ou encore... De peur que le corps change ou plutôt par rapport aux opérations ? Il y a le fait que le corps change, mais aussi le fait qu'on sait que malheureusement, dans certains cas d'opération, ça peut engendrer des problèmes pour allaiter. Heureusement, c'est pas toujours le cas, et de plus en plus maintenant, les chirurgiens font très attention à faire des opérations mammaires en préservant les canaux qui permettent la lactation, etc., et l'allaitement. Mais malgré tout, ça peut générer quelques soucis. Il y a aussi
le soutien de l'entourage et la manière dont c'est vécu par l'entourage. C'est pour ça qu'on a tendance aussi à rappeler que les conjoints et les conjointes sont très importants dans l'allaitement, parce que forcément, si dans le couple, il y a un partenaire ou une partenaire qui refuse ou qui en tout cas a une perception de l'allaitement extrêmement négative, c'est forcément beaucoup plus Mhm. compliqué de le mettre en place. Tout à fait. Puisqu'il y a toutes les croyances aussi inhérentes au fait qu'il faut qu'un autre partenaire puisse avoir sa place, etc. Et donc, il y a tout, en fait, un ensemble tant de facteurs psychologiques personnels, donc aussi de confiance en soi, mais aussi de Mhm. tout l'environnement qui va impacter le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter. Oui, d'accord. Donc du coup, dans nos sociétés occidentales, qu'est-ce qu'on retrouve le plus qui peut entraver finalement soit une bonne mise en place de l'allaitement, soit si on reste dans la partie faire le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter. Est-ce que c'est justement ce fait d'être dans des sociétés qui sont où on est assez solitaire? Est-ce qu'on a, je sais pas moi, des chiffres par rapport à d'autres endroits du monde qui fonctionnent différemment? Alors, je ne vais pas m'aventurer dans des chiffres parce que j'ai pas les chiffres auprès de moi, mais force est de constater que la France est l'un des pays où l'allaitement a un taux les plus catastrophiques au monde. Ça, c'est une Ah oui, réalité. Euh, Il y a le côté où la France est perçue comme un pays le plus où on distancie le plus les enfants des parents, et c'est vraiment historique. Pour avoir écrit un livre apparaître sur le sujet, vraiment c'est historique la séparation parents-enfants dans les hautes sphères notamment. ouais, Et donc il y a vraiment ce côté-là où les femmes principalement doivent avoir un rôle de mère, mais principalement aussi un rôle social. Alors évidemment, ça va concerner principalement les hautes sphères sociales. mhm. Dans le passé, en tout cas, c'était principalement ça, les hautes sphères sociales. Mais forcément, comme ça s'est toujours Ça fait d'ailleurs, influence d'autres. ça influence toutes les autres strates, au fait, de la population. Et donc, ça induit des comportements qui sont plus de distanciation avec les enfants. Et donc, de mise en place d'un maternage D'accord. plus distal. Oui, qui est nécessaire à la mise en place d'un allaitement serein. Bah, le maternage proximal est nécessaire à la mise en Oui, place d'un allaitement serein. Alors que le maternage distal, forcément, ça va te mettre à distance de ton enfant. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué de créer même parfois un lien avec, mais surtout de créer en effet un allaitement serein et des pratiques en fait qui vont permettre de connaître précisément la physiologie du bébé et la façon dont l'observation en fait des signaux du bébé et donc des besoins du bébé. mm, mm, mm. Tout à fait. Et de- une des idées reçues qui circule beaucoup, puisqu'on est là-dedans au sujet de l'allaitement maternel, c'est la place que prend la maman, justement. Mhm. Donc ça va un peu avec ce que tu dis, c'est que voilà, t'expliquais que dans nos civilisations et depuis très longtemps, il y a un côté, il faut distancier l'enfant de ses parents et donc de sa maman. Euh, Quel rapprochement on fait du coup avec la place prédominante que prend la maman quand elle allaite? euh, Pourquoi ça freine les femmes et les hommes, et les couples, enfin les familles? Ouais, je pense en fait qu'il y a beaucoup ce côté où les enfants doivent être perçus comme être autonomes le plus rapidement possible. Et alors c'est quelque chose qui tend à changer au fur et à mesure maintenant, en tout cas dans les sphères que j'ai la chance de côtoyer, notamment par les réseaux sociaux, c'est que on a tendance à voir que une autonomie factice telle que le fait qu'un enfant s'endorme seul et qu'il prenne Mm. une tétine ou un biberon quasiment seul, bah forcément ce n'est pas une réelle autonomie, c'est des trucs de Ouais. façade quoi. Mais globalement, c'est encore perçu comme ça. C'est qu'un enfant qu'on va accompagner dans le sommeil, qui va s'endormir en portage, qui va s'endormir au sein, qui va avoir besoin de sa maman en fait pour se nourrir, c'est perçu comme quelque chose d'étrange. Parce qu'on, soi-disant, on rend les enfants dépendants. Mais quand Ouais, c'est ce on que y pense très simplement, c'est qu'en fait, les enfants naissent dépendants. C'est pas qu'ils paraissent, c'est qu'ils le sont. En fait, que ce bien soit sûr, on fait les êtres les plus prématurés possibles, quoi. oui, c'est ça, quoi. Donc, qu'on soit en fait dans une optique d'allaitement ou de ne pas allaitement, dans tous les cas, ces enfants sont extrêmement dépendants. Et ils sont pas moins dépendants s'ils sont biberonnés, puisqu'ils seront quand même dépendants de leur caregiver, comme on appelle, hein, Mhm. pour avoir
du réconfort, du lait, être changé, être endormi. Enfin, je veux dire, voilà, ils sont totalement dépendants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les bébés savent extrêmement bien hurler et que ça nous vrille le tympan. C'est fait exprès, parce qu'ils savent très bien que seuls, ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et ils ne peuvent pas subvenir tout court. Donc, je pense qu'il y a Les beaucoup pleurs ce ont été côté-là. conçus pour être arrêtés. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup ce côté autonomie et aussi le fait que les femmes, on est rentré dans un système social depuis quelques siècles hein, déjà, hein, où on a en fait créé ce qu'on appelle la famille nucléaire, qui est Mhm. en fait Qu'est-ce que c'est? papa, maman, enfant. Ça, c'est la famille Ah, nucléaire de base. ok. Donc, en gros, c'est la famille avec laquelle on vit le plus principalement du temps et avec laquelle en Occident, ça nous paraît extrêmement normal. Mais c'est qu'en Occident, en fait, c'est pas du tout un truc qui est dans l'histoire du monde, dans, euh, dans les autres pays du monde. C'est pas un schéma, en fait, c'est un schéma qui se tend à se populariser avec l'industrialisation à grande échelle, mais c'est pas le truc le plus Mhm. fréquent. Et surtout, c'est pas le truc qui permet aux familles d'être le plus épanouies. Dans le sens où on est dans un schéma qui va faire reposer en fait sur la mère le soin des enfants et le père Mhm. le, la possibilité de faire rentrer des ressources financières et Ouais, pour le nourrir boulot en et fait. l'argent. Ouais, c'est ça. Et c'est terrible de dire ça comme ça, mais c'est organisé comme ça parce qu'en fait, à partir du moment où on fait reposer la survie de la famille et des enfants sur deux personnes, on se sépare les tâches en fait. Et parfois, Ouais, tout évidemment, à fait. à l'heure actuelle, on a les mères doivent bosser hein, et veulent bosser aussi. C'est une grande lutte qu'on a pu avoir et on peut être autonome, etc. Mais le fait est que le faire reposer que sur deux individus la subsistance d'une famille est très compliqué en fait. Alors que dans d'autres Mhm. régions du monde, ça fonctionne plutôt de manière circulaire, où c'est beaucoup plus partagé, où le soin aux enfants est beaucoup plus partagé aussi, et où en fait tout n'est pas mis sur les épaules d'une seule personne. Or pour l'instant, c'est ce qui se passe souvent, c'est que les mères se retrouvent très souvent seules, et quand c'est pas les mères qui prennent un congé parental, c'est le père hein, souvent. Donc en fait, il y a un des parents qui se Mhm. retrouve totalement seul avec un enfant à longueur de journée, sauf le soir, etc. Et d'un point de vue psychologique et d'un point de vue équilibre psychologique, on ne peut pas franchement dire que c'est ce qu'il y a de plus optimal d'un point de vue sentiment personnel, quoi. Et qui plus est, pour peu qu'il y en ait un qui se sente pas compétent, ne se sente pas efficace, etc., ça va impacter directement ça, et donc ça peut générer pas mal de problèmes de démission. Et c'est comme ça qu'il y a souvent malheureusement, hein, plein de papas qui, par exemple, qui n'arrivent pas à prendre leur place auprès de l'enfant parce qu'ils ont l'impression qu'ils comprennent pas leurs enfants et que ils ne savent pas y faire. Mais c'est simplement parce qu'en Mhm. fait, ils n'ont pas eu tout le temps que souvent la mère a eu avec le bébé. Et c'est toute la lutte aussi de, de favoriser un congé. J'aime pas le congé paternité parce que c'est très orienté, mais en gros, c'est le congé Un en fait congé de deuxième parent. du deuxième parent, c'est ça, Ouais. qui permet aussi aux enfants et aux deux parents, en fait, de pouvoir évoluer ensemble et de se connaître mutuellement et donc d'avoir une confiance en ses capacités de s'occuper de ses enfants et donc aussi une capacité à créer des liens qui sont beaucoup plus forts que les liens Mhm. qu'on connaît traditionnels avec les pères, quoi. Comment du coup cette période où les femmes ont eu besoin aussi dans un premier temps de travailler et Mhm. puis envie, ce besoin d'indépendance, comment aujourd'hui ça influe encore sur l'allaitement? Alors, j'aimerais juste remettre un truc en évidence d'abord, c'est qu'en fait, les femmes, elles ont toujours travaillé, en fait. C'est juste les femmes depuis quelques siècles dans une très haute sphère qui ne travaillaient plus. Mais en fait, les femmes Mhm. de classe ouvrière, de classe paysanne, etc., elles ont toujours travaillé en fait, à part qu'elles travaillaient dans les champs, etc., et que donc le rythme de travail n'était pas celui d'un 9-17, quoi. D'accord. Donc techniquement, déjà, il y a ça. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, dans tous les pays du monde, les femmes travaillent de certaines manières. C'est sûr que c'est pas du salariat comme nous on l'entend, mais c'est du travail. L'autre chose, c'est comment est-ce que ce salariat-là influence en fait, et l'organisation salariale influence sur le soin en bébé et le fait que, en fait, à l'heure actuelle, le coût de la vie est tel qu'il n'y a pas la possibilité pour un des parents ou pour les deux parents de pouvoir rester avec leurs enfants au lieu de travailler, forcément, ça va impacter sur, euh, sur la facilité, parce qu'il faut reconnaître, hein, on ne peut pas dire le contraire, que l'organisation que nécessite un tir-allaitement, par exemple, ou en tout cas des Mhm. tirages réguliers dans la journée, l'attention que ça peut générer,
Le fait qu'on va avoir parfois des assistantes maternelles ou des crèches qui vont pas du tout favoriser l'allaitement, qui vont donner systématiquement des biberons et pas des moyens alternatifs, qui vont demander des stocks de lait euh, qui sont parfois même pas en correspondance avec des dates cohérentes Ouais. qu'on connaît. Par exemple, nous, on sait que c'est au moins 4 à 6 mois au congélateur. Dans les crèches, ils vendent un mois parfois. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens, en Mm, fait. Donc, il y a tout plein de protocoles comme ça qui, en fait, vont engendrer que, clairement, maintenir un allaitement en travaillant à temps plein peut être c'est compliqué. difficile. C'est faisable. Il y en a plein qui le font. Mais Mm. on peut pas sous-estimer la charge mentale que ça fait et le fait que, même si c'est obligatoire, il y a plein d'entreprises qui n'ont pas une salle qui est adaptée à ça, qui vont justement qui vont permettre aux femmes de pouvoir tirer, d'avoir un frigo ou mettre leur lait sans être jugées parce que malheureusement, dans les entreprises, en 2020, Mm. il y a encore plein de femmes qui se font traiter de vaches à traire, qui ont des commentaires sur le fait que leur bouteille de lait, c'est dégueulasse qu'elle soit dans le frigo, etc., etc., etc. Alors bon, c'est une bouteille de lait humain et qu'à côté de ça, il y a une bouteille de lait de vache et que ça ne pose de problème à personne. Oui, Mais et que ça choque personne. ouais, alors que voilà, le fait est que du lait humain dans un frigo, étiqueté, etc., eh ben, ça remue encore les langues et en tout cas, clairement, ça peut générer dans certaines entreprises, principalement aussi, j'imagine, une entreprise dans le BTP, forcément des commentaires et des remarques et des choses qui pèsent en fait. Et donc, quand on pense à la Mm, mm. logistique du tirage, la logistique de conservation, la logistique de nettoyage du tire-lait, la logistique de trouver une alternative pour donner le lait au bébé, euh, qu'il accepte ou pas, voire parfois s'il les lipase, de devoir faire bouillir, enfin bouillir, devoir stériliser le lait à 60 Ouais. degrés, etc., etc., on ne peut pas nier que ça augmente vraiment beaucoup la charge mentale des femmes et que, bon, on connaît les effets de la charge mentale sur le quotidien et sur l'impact sur le moral, quoi. Mm, 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 tout à fait. Et donc tout ça, est-ce que enfin, c'est des freins à continuer un allaitement, mais c'est aussi finalement un frein à le démarrer, puisque avec le congé maternité, parlons juste du congé maternité, donc pour la maman, la longueur qu'il a aujourd'hui, c'est vite arrivé, 2 mois et demi. 2 mois et demi, c'est ridicule. Enfin, c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est ridicule. Parce que 2 mois et demi, c'est à peine le temps de faire tourner son allaitement correctement, d'arriver sur un rythme de croisière, et puis après, on vous dit, bah écoutez, madame, allez, hop, au boulot. Hein. Enfin, faut être cohérent. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça totalement incohérent. Et Oui. je suis complètement outrée par rapport à ça, mais c'est la réalité encore de beaucoup de femmes aujourd'hui. Et en effet, clairement, faire perdurer un allaitement quand on reprend le travail à 3 mois, c'est pas forcément le plus simple. Alors, je sais pas ce qu'il en est dans les statistiques, parce qu'en fait, pour reconnaître que dans les statistiques, la plupart des allaitements s'arrêtent à ce moment-là, en fait. Oui, tout à fait, c'est un des motifs d'arrêt. Oui, tout à fait. Et alors, et c'est d'ailleurs ce qui est horrible, c'est que quand on regarde sur des sites, c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais sur certains sites un peu poubelles de parentalité, Mm. on va se retrouver avec des conseils du comment aider à reprendre le travail et comment c'est vrai en perspective de reprendre le travail. Il va pas y avoir un seul paragraphe dans l'article du comment organiser son tir allaitement pendant le travail, quoi. Mm, mm. Donc Oui, on est parce que aussi, ça paraît déjà une montagne. ouais, on est aussi très influencé par ça. Forcément aussi dans les médias et dans les choses, on vous dit bah oui, en reprenant le travail, bah, on arrête d'allaiter. Hein. Et puis alors, bah forcément, à quoi ça sert de se battre pour allaiter si on doit arrêter dans 2 mois? Bah oui, ça donne pas forcément envie de Et oui, prendre ça c'est vrai que plus c'est un important. sujet. Mm, mm. Et c'est vrai que c'est un sujet, surtout que dans les idées reçues qu'on a sur l'allaitement, mais qui parfois s'avèrent réelles, c'est que les premiers temps sont pas toujours faciles et que le temps que ça se mette en place correctement, bah, parfois, voilà, c'est le temps auquel on arrive pour après préparer la reprise du travail. Donc ça peut être décourageant pour certaines mamans. Oui, et je pense complètement que pour un premier enfant, après voilà, c'est c'est une observation perso c'est une observation perso, mais pour un premier allaitement, pourvu que tout se passe bien, je pense qu'il faut, on va dire, allez, 1 semaine, 10 jours pour plus ressentir de gêne, quoi. Pour peu qu'on ait un enfant qui est un Si petit tout va train de... bien. Oui, c'est ça, vraiment, dans le cas où tout va bien, quoi. On a réussi à éviter, euh, on a mis au sein parfaitement et où tout va vraiment super bien et où l'enfant n'a pas de problème de prise de sein, etc. Au bout de ouais, 8-10 jours, ça va. Après, il y a tous les. Mm. Il n'empêche qu'on peut avoir des fuites de lait jusqu'à 8 mois, etc. Hein. Mais d'un point de vue pratique et douleur, ça peut rouler et on peut se trouver plutôt
assez à l'aise. Par contre, pour bloquer, Oui, ça peut aller vite. Et puis parfois, il y en a aussi qui ne ressentent pas de douleur tout oui, court, parce que on ça, rappelle voilà, que l'allaitement, normalement, c'est pas douloureux du tout. Donc après, il peut y avoir un petit couac au démarrage, mais ça doit vraiment pas durer longtemps. c'est ça. Ça Voilà. peut être gênant, mais pas douloureux. Et c'est vrai que c'est important de le dire. Mais le fait est que quand même, il y a des cas où il y a des bébés qui ont des freins de lèvres, de langue, des bébés de joues, voilà, des bébés qui Mm. ont des petits blocages au niveau des cervicales, des bébés qui sont nés avec une difficulté de succion, des bébés qui sont faits, enfin, il peut y avoir des tonnes de cas comme ça, et des bébés qui sont passés par la néonate, qui ont été intubés et pour qui la succion est très compliquée. Euh, Ouais. bon, voilà. Multitude de raisons pour que ça prenne un peu plus de temps à Oui, se c'est mettre en ça. place au démarrage. Et malheureusement, le congé maternité n'est pas dépendant des difficultés qu'il y a pu avoir au départ de la vie d'un enfant, alors que franchement, quand on voit la façon dont se passe un accouchement, bah, s'il a été traumatique, ça, franchement, le corps et l'esprit et la relation au bébé peut être beaucoup plus longue à mettre en place. Et donc, il faudrait presque adapter Mhm. le congé maternité à la façon dont ça s'est passé, quoi, pour que Ouais. un peu, il y ait un peu de possibilité en fait de se réparer aussi. Et donc aussi de Ouais. permettre un allaitement qui se passe bien. Euh, Mhm. c'est pour ça que j'aime bien, moi, qu'il y ait des influenceuses qui parlent de ça, parce que, par exemple, elle est très connue, mais c'est chouette, mais il y a Little Benbao, sa fille, elle a eu une fréno, elle a fait tous les exercices, elle fait de la chiro, etc. Et pourtant, l'allaitement n'est toujours pas forcément évident, alors que sa petite fille, je crois qu'elle a plus de 4 mois maintenant. Donc, il y a des fois où c'est encore compliqué. Ouais. Et il y a des Donc, suctions qui bon, sont plus ou moins faciles à rétablir, entre c'est ça, guillemets. voilà, Et c'est c'est vrai ça. que parfois, ça prend vraiment du temps. Mais c'est pas pour autant que l'allaitement n'est pas possible. C'est juste que parfois c'est pas aussi facile et que forcément quand on ajoute à ça une reprise du travail, quand on ajoute à ça un conjoint qui est pas soutenant, quand on ajoute à ça un sentiment de confiance en soi amoindri, parce que quand on a quelqu'un ou même plusieurs personnes qui ne nous soutiennent pas, la confiance en soi est très amoindrie. Et clairement, pour moi, Mhm. un élément clé dans la psy-périnatalité, c'est comme ça qu'on appelle ça principalement, hein, c'est Mhm. le sentiment d'auto-efficacité des parents envers le soin de leur enfant. Ouais. C'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement fragile et qu'il convient de renforcer et de... C'est le fait de se sentir suffisant, en fait, quand on s'occupe de son enfant, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est vraiment ce sentiment d'être capable de le faire et d'être efficace quand on le fait. D'accord. Et les pratiques de maternage proximal et de parentage proximal globalement aide à se sentir compétent parce que en fait on répond aux besoins et même voire souvent on les anticipe et donc ça permet en fait que ça se passe bien et qu'on se sente à l'aise dans son rôle de parent. Mais je pense que Ouais. tous les parents qui ont des bébés avec des reflux gastro-œsophagiens, qui ont des bébés avec des petits soucis X ou Y, qui font que le bébé pleure beaucoup, que l'allaitement se passe pas bien et donc il peut y avoir cette pensée du je ne suis même pas capable de le nourrir. Et pour peu que ça suive une Mhm. césarienne, je n'ai même pas été capable de le mettre au monde naturellement, etc., etc. Donc tous ces éléments-là Mhm. vont énormément impacter en fait le sentiment d'auto-efficacité parentale et donc aussi la Mhm. manière de créer du lien avec ce bébé. Tout à fait. Pourquoi on a peur de cette soi-disant dépendance que l'allaitement va créer? Pourquoi on en a si peur? Bah, je pense qu'on est dans une société extrêmement individualiste et extrêmement prenant extrêmement l'autonomie, l'autonomie et l'autosuffisance. Alors que quand on est Mhm. humain, ça me semble un petit peu absurde, hein, mais bon, ça c'est encore ma perception personnelle Mhm. avec mes c'est peut-être des convictions politiques qui sont sous-jacentes. Mais je pense que globalement c'est ça. C'est le fait qu'on est vraiment dans une société qui prône l'individualisme et l'autonomie à toutes les échelles. Et donc, forcément, ça veut dire que une femme et un enfant qui seraient dépendants mutuellement et des enfants qui seraient dépendants à long terme, ça crée un problème puisque ça empêche d'avoir la vie, entre guillemets, rêvée où on peut laisser le gamin à n'importe qui et puis il s'endort n'importe où et qu'on peut retourner faire sa vie et faire ce qu'on veut. Or, on peut très bien faire Mhm. ce qu'on veut et sa vie avec un enfant aussi, garder avec soi. Mais c'est pas l'image sociale qu'on se fait des choses. Alors que c'est possible, mais c'est Ouais. pas l'image sociale qu'on se fait. On a l'impression, par exemple, que pour aller à la banque, il faut laisser son enfant, que pour aller faire une soirée avec des amis, il faut laisser son enfant, que pour aller... Et il y a des fois où ça peut être très bon pour le couple qui en ont besoin de se retrouver à deux, mais il y a plein de fois où en fait c'est juste l'image sociale qui est renvoyée, qui ne correspond pas en fait à, euh, Ouais. à ce qu'on peut faire et ce qu'on aurait envie de faire. Du coup, il y a un différentiel aussi entre ce Ouais, qu'on peut penser vouloir être bien
ce qu'on peut penser plutôt être bien et ce qui est vraiment bien pour nous, en fait. Ouais, c'est ça. Notre libre arbitre, il est un petit peu modifié par les injonctions de la société et le fait que voilà, c'est bien de retrouver vite son couple, vite son autonomie, C'est ça. etc. Tout à fait. Sa sexualité aussi, parce qu'il y a aussi là, l'allaitement impacte aussi la perception qu'on a de la sexualité. Il y a plein de gens qui vont croire qu'un allaitement va empêcher une sexualité épanouie ou que le cododo va empêcher une sexualité épanouie aussi dans le couple, en ayant comme perspective qu'un couple doit forcément retrouver une sexualité le plus rapidement possible. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a encore des charmants psychiatres contemporains euh, sur la pente descendante, certes, mais encore contemporains, qui vont, Mais quand même. ouais, qui vont dire, est-ce qu'on doit le nommer ou pas, je ne sais pas, qui vont nous vont dire qu'après 3 mois, il faut que le bébé arrête de téter puisque la mère doit retrouver sa sexualité, comme si c'était incompatible en fait. Alors que Ouais. je pense que la plupart des allaitantes long cours diront que, bon, en fait, si, globalement, ça va, merci. Ouais. Euh, c'est ça. Et il y a ce côté aussi très fort, tiré de la psychanalyse freudienne, qui va être du tiers séparateur, en fait. Du fait que en fait, le bébé va créer une dyade fusionnelle avec sa mère Ouais. et que le père doit venir séparer cette dyade. Et c'est pour ça qu'on retrouve un peu ce côté, le père, c'est l'autorité qui doit séparer et qui doit faire cadre, alors que la mère, c'est la douceur qui qui fait le trait d'union, etc., etc. En sachant très bien que ce sont des théories qui sont aujourd'hui en regard un peu des autres concepts psychologiques, etc., qui sont des théories invalidées. Le père n'a pas du tout à être un tiers séparateur. Et le problème, c'est que cette conception de tiers séparateur vient encore aujourd'hui polluer les relations sociales et les relations que les hommes peuvent avoir, principalement les hommes, hein, force est de constater, que les hommes peuvent avoir avec leurs enfants, mais aussi dans les attentes qu'ils ont de l'expérience de leur parentalité et de la parentalité de la famille. Donc ça veut dire qu'ils vont attendre que les femmes se détachent en fait de leurs enfants rapidement parce que c'est comme ça qu'il faudrait être. Parce que sinon, bah, ça peut être perçu comme étant négatif si la femme n'est Ouais. pas entièrement disponible. Et c'est terrible de dire ça, mais je pense qu'on a toutes eu au moins une amie, si pas soi-même, entendu oui, mais tu t'occupes que de lui et je n'ai plus d'attention pour moi. Mm. Alors qu'on a d'un enfant qui a dans les bras, qui a entre, je sais pas moi, 0 et 1 an, et qu'on connaît la charge que ça implique, tant psychologique que physique, et que ça peut paraître un peu étonnant de considérer qu'ils se mettent sur le même pied d'égalité et qu'en fait, il y a une notion de comparaison, en fait. Oui, c'est ça. En fait, il y a une comparaison sur deux choses qui ne devraient pas être sur la même table, en fait, Bah tout non, simplement. c'est ça. Tout à fait, ouais. Très souvent, j'entends encore en consultation de la part de mamans qui ont décidé, pour des raisons X ou Y, mais de donner le biberon. Je peux encore entendre cette phrase assez classique de comme ça, le papa, il peut participer. Ouais. Donc la place du papa ou du deuxième parent, de façon générale, mais dans la vie dans la vie d'un enfant durant l'allaitement, c'est quand même une grande part aussi des raisons pour lesquelles on allaite ou on n'allaite pas. Ouais. On continue d'allaiter ou on continue pas d'allaiter, tu viens d'en parler. En quoi le fait de nourrir son bébé, c'est un handicap éventuel dans une mise en place d'une relation de qualité? Ouais, pour le père, en fait, je pense qu'il y a, encore une fois, c'est une question de conception et de représentation. C'est qu'on a tendance à voir, en effet, ce côté nourricier, de la douceur nourricière, de toute cette, euh, toute cette beauté que ça peut représenter de nourrir. Alors, je pense que ça va peut-être faire rire toutes les femmes qui ont des réflexes d'éjection dysphoriques, mais Mm. en- pour donner deux mots au cas où des personnes qui écoutent ne savent pas, le réflexe Ouais. d'éjection dysphorique, c'est le fait que certaines femmes ont des réactions extrêmement négatives et des coups de blues très forts, par exemple, quand elles allaitent. Donc voilà, par exemple. Mm. Ça Euh, arrive. oui, c'est ça, ça arrive. C'est rare, heureusement, mais ça arrive. Et donc, l'image d'Épinal, c'est une mère qui nourrit son bébé, que ce soit au biberon ou au sein, et qui est extrêmement heureuse, etc. Et qui peut partager merveilleusement ce bonheur quand il est au biberon, et aussi parfois en Mm. allaitant. J'ai aussi, moi, beaucoup de personnes qui viennent dans mon cabinet qui viennent me dire, oh, moi, je donne un biberon le soir, comme ça, le papa va participer. Ou alors, il donne un biberon la nuit. Ouais. Comme ça, c'est lui qui peut gérer les nuits.
Euh, Ouais, moi je me repose. et puis comme ça, il a un peu sa place. Alors, ce qui peut, parfois dans certains cas, en effet, être très pertinent, et dans d'autres cas, être plus compliqué dans le sens où en fait, ça relève du coup du fait de la croyance que seul le nourrissage, en fait, permet de créer un lien fort avec l'enfant. Et en fait, ça part très profondément d'une conception de l'enfant qui date d'il y a extrêmement longtemps et qui a été invalidée depuis. Et pour le coup, elle n'était pas parfaite, mais Françoise Dolto a quand même fait un grand travail sur le sujet, euh, Mhm. en mettant en évidence en fait que l'enfant, le bébé, n'est pas qu'un tube digestif prématuré et que la seule chose qui Tout lui à fait. importe, c'est l'alimentation. On sait Mhm. aujourd'hui que les bébés sont très riches en compétences dès la naissance et qu'ils créent des liens très rapidement, non seulement avec la mère qu'ils reconnaissent extrêmement vite, mais aussi avec toutes les personnes avec qui ils sont en contact extrêmement régulièrement, avec qui Mhm. reconnaissent par l'odeur, par visage, hein, parce que tout petit, ils voient qu'à 25 cm, mais ça se progresse rapidement, très vite, et que Ouais. euh, tous les soins en fait qu'on peut faire autour du bébé vont permettre une mise en relation. D'ailleurs, c'est pour ça que l'aptonomie existe aussi. L'aptonomie met en évidence et met en relation directement aussi un tiers à la diade mère-bébé Oui. dès la grossesse. Et on peut faire de l'aptonomie. Dès la grossesse, ouais. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la représentation qu'on se fait. Et on va peut-être considérer que moi, si je peux faire que changer les couches, c'est compliqué. Mais bien sûr, mais en même temps, un bébé, quand il vient naître et à certaines périodes de sa vie, et surtout dans les premiers, on va dire les premiers 2, 3 mois, il y a des périodes où il dort beaucoup, qui t'aident beaucoup, et où en effet, il faut changer ses couches. Et puis on le lave une fois de temps en temps. Et puis, mais en gros, ses Mhm. principales activités, ça va être être dans les bras, téter, et avoir besoin d'être changé ou d'éliminé de manière à créer son bien-être en fait. Mais c'est pas que ce soit la mère ou le père en fait, c'est pas ça la question en fait, c'est le fait qu'il y a tous les autour en fait, tous les partages autour, tout le fait un bébé à qui on ne sourit pas ne va pas se développer en fait. Et ça c'est Mhm. il y a des divers psychologues et psychiatres qui l'ont mis en évidence, comme Spitz qui parle d'hospitalisme etc. Et de dépression en fait du nourrisson et d'enfants qui vont jusqu'à se laisser mourir quand ils n'ont pas de contact en fait relationnel, pas de sourire, etc. Ouais. Donc ça prouve à quel point en fait le lien au bébé, la relation qu'on met avec le bébé ont un impact en Et fait plus important sur. que l'alimentation Ben en elle-même. oui, c'est ça. Il y a plein de, on a mis en évidence hein, avec Bowlby, c'est Bowlby qui a mis en évidence dans la théorie de l'attachement à quel point les bébés singes allaient se raccrocher au grillage dufteux et chaud plutôt qu'au grillage froid donnant le lait. Parce qu'en fait, Mhm. c'est cette contenance-là et ce côté chaleur humaine, entre guillemets, enfin, même pas humaine, mais ce côté chaleur et care, en fait, Ouais. qui, euh, qui joue et qui importe, en fait, euh, dans le lien et dans le bien-être, dans le développement. Et donc, je pense que c'est surtout Ouais. ça. Je pense que c'est ce manque d'information, en fait, dans toutes les possibilités aussi qu'ils ont. Parce que ils ne voient souvent les parents qui décident de ne pas allaiter, etc., ne voient que dans le fait d'allaiter. Ils ne voient pas toutes les autres choses qu'il y a à faire dans les soins, Ouais. ou en tout cas ne valorisent pas en tout cas ces soins-là. Outre cet aspect sociétal, enfin tu vois, des croyances qui se passent et se repassent, etc. Pourquoi on a tant besoin moi je trouve qu'il y a deux trucs qui reviennent régulièrement et c'est d'ailleurs sur ça que les bébés et les enfants viennent nous embêter en premier. C'est on a tous profondément besoin que nos enfants mangent bien, on a envie de les nourrir Mm, mm. et on a envie qu'ils dorment. Ouais. Et quand il y a un couac quelque part, c'est un peu toujours les repas ou le sommeil qui sont les premiers perturbés. Mhm. Pourquoi, pourquoi on met une telle importance dans le fait de nourrir, bien nourrir son enfant? Bah, je pense que c'est dans le côté subsistance que ça implique. Hein. Le fait de la nourriture, bah forcément, on sait très bien que ne pas se nourrir, ne pas manger, ça cause forcément du tort. Le gros problème qu'il va Mhm. y avoir, ça va être dans le rapport à la nourriture. C'est extrêmement vaste comme sujet pour le coup. Et c'est très Ouais. compliqué. Il est très très complexe. Pourtant, ça devrait être la chose la plus naturelle du monde, mais c'est une des choses les plus complexes en fait et qui dit énormément tant de notre culture, dans notre culture environnante, hein, Ouais. occidentale en l'occurrence, là, dans le cadre où on parle principalement, mais aussi dans le cadre de la culture familiale
etc. Et donc, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup d'etc. Où les gens vont, par exemple, être extrêmement inquiets quand ils ne peuvent pas mesurer la quantité de ce que des enfants Ouais. ou les bébés avalent. Et donc, Oui, c'est ce que j'allais dire. l'allaitement, Parfois, c'est plus que la qualité, c'est la quantité. ouais, On a c'est besoin de ça, la savoir quantité des ce choses. qu'il a mangé, quand, comment. C'est ça. Et donc, l'allaitement occulte forcément cette notion-là, puisque nous ne savons pas combien ils avalent, nous ne savons pas euh, exactement quelle est la quantité qu'ils produisent, etc. La seule chose qui nous rassure, c'est que ce qui rentre sort, et donc s'il y a 5 ou 6 couches remplies par jour, c'est que tout va bien. Et il y a des Ouais, personnes qui sont extrêmement anxieuses à cet endroit-là, à ce niveau-là, et au lieu d'être invitées par un personnel soignant notamment à, entre guillemets, traiter cette anxiété, ils mhm. vont plutôt être invités à dire, bah oui, mais si c'est pas pour vous, bah c'est pas pour vous, quoi. Mm, mm, mm. Donc il y a ce côté-là aussi, c'est Ouais, que l'allaitement, clairement, est un premier acte de lâcher prise de lâcher prise dans la parentalité. Parce qu'en effet, tout à on ne fait. sait pas quand est-ce qu'il va téter, on ne sait pas la prochaine tétée quand elle aura lieu, on ne sait pas combien ils prendront, on ne sait pas si on sera quelqu'un qui aura une grande capacité de stockage ou une petite capacité de stockage, on ne sait pas si on va allaiter que d'un sein ou des deux. Alors idéalement on dit les deux, mais Ouais. finalement bah, on sait qu'il peut y avoir que d'un seul sein. Voilà, et il y a tellement d'inconnus en fait que ça peut angoisser beaucoup les gens, je pense, et que ça peut générer du Mm. coup beaucoup de besoin de contrôle en fait. Et je pense que ce besoin de contrôle impacte énormément aussi le choix, voire la poursuite de l'allaitement. Bien sûr. Ouais. Et comme on est dans une société où c'est plutôt bien vu, en fait, de contrôler. Bien sûr, parce qu'on sait si... bah, moi, je vois bien, hein, même moi, on m'a posé la question, moi je me souviens, ma petite puce, elle avait 10 mois, et la doctoresse me pose la question en me disant, tiens, et alors elle continue à téter? Et moi, bah oui, elle tète hein, toujours. Ah oui, matin et soir? Bah non, en fait, Non. approximativement toutes les 12 heures, toutes les 2 heures, en fait, hein, on va être clair. Ah bon, tant que ça? Ben oui, en fait, madame. Enfin, c'est un bébé de 10 mois qui est diversifié, mais qui mange pas spécialement, particulièrement beaucoup, qui a des poussées dentaires, Mm, et pour qui les aliments ne sont pas les choses les plus agréables. mm. Et donc voilà. Et c'est comme ça que ce que je trouve très triste, c'est que ce genre de remarques, en fait, par des professionnels, notamment par des pédiatres, vont amener les parents à mentir. Et moi, c'est ce que je regrette amèrement dans, dans cette manière d'accompagner les parents par certains professionnels, c'est qu'en fait, les parents vont être amenés à mentir, à ne pas tout dire et à faire les choses en fait de manière cachée. Et alors, si parfois c'est très bien fait, parfois je trouve quand même qu'il serait quand même de bonne loi que les professionnels puissent accompagner les parents en fournissant des informations justes, notamment Ouais. sur l'allaitement, le cododo et le portage, plutôt qu'en disant ah Mhm. mais vraiment, comment ça il dort avec vous? Ou mais non, il faut pas, hein. Bah oui, mais en disant ça, en fait, on va juste générer, en fait, par exemple, le fait de taire les informations, alors que les parents auraient besoin de savoir comment faire un code bleu sécuritaire. Mais ces professionnels de santé eux-mêmes, en fait, baignent dans cette société bourrée d'idées reçues, de croyances. Tout à fait. Donc c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que qu'ils soient professionnels de santé ou non, avant tout, ils sont des êtres humains avec eux-mêmes leurs Bien croyances sûr. et que leur pratique professionnelle est influencée par ça. Tout à fait. Mais tout à fait. Et c'est pour ça aussi que moi, là, je suis en train de créer une formation destinée aux professionnels, justement, pour améliorer l'accompagnement parental sur ce sujet-là. Parce que Mhm. il y a un vrai manquement de ce côté-là. Il y a un vrai manquement dans les informations, en fait, euh, qu'on peut avoir de la part des professionnels qui sont pas des professionnels et souvent, en fait, des gens qui sont bah, formés Mm. par ça, parce qu'ils sont, en fait, parce qu'ils sont passés par là, en fait. Souvent, c'est quand même beaucoup le vécu perso qui ouvre la porte sur un truc qui était, waouh, mais en fait, je savais Ouais. pas. Pendant des années, j'ai Mm, cru que, mm, mais mm. en fait, non. Ouais. Et comme je dis toujours, le problème, c'est pas les gens qui savent pas, c'est les gens qui croient savoir, mais enfin qui savent pas, mais qui croient savoir. Oui, tout à fait. Donc là, on a beaucoup parlé de notre environnement, de notre héritage émotionnel, de croyances. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui influence d'autre le choix d'allaiter ou non? On parlait tout à l'heure du rapport au corps. Est-ce qu'on peut développer ça un petit peu, hors croyance, hors tout ça? Comment le rapport d'une maman à son corps, et ça peut être une plus particulièrement, peut influencer son choix d'allaiter ou non?
Alors, il y a quelque chose qui revient beaucoup aussi, il y a la notion de pudeur. Et en fait, Mm. on voit beaucoup dans le choix d'allaiter ou le choix d'allaiter de manière découverte. Par exemple, aux Ouais. États-Unis, c'est très fréquent d'allaiter partout, mais d'allaiter avec une couverture. Parce qu'il y a cette Mhm. notion de pudeur qui rentre en ligne de compte et qui peut être quelque chose qui est Ouais. induite aussi dans une culture familiale, une culture sociale, etc. Mais où on va avoir peur en fait de se montrer et avoir l'impression qu'on s'exhibe quand on allait. Donc à ce côté-là aussi, D'accord. c'est la crainte aussi du regard que peuvent poser les autres sur une poitrine partiellement dénudée pour des raisons d'allaitement. Même Mhm. si des super marques créent maintenant des vêtements où vraiment on peut allaiter en sortant à peine le bout de sein quasiment et où Ouais. c'est extrêmement extrêmement discret. Mais bon voilà, en soi, qu'on choisit d'allaiter avec un vêtement ou un autre, euh, la question est souvent ça, c'est de sortir son sein en public. L'autre côté aussi, c'est le rapport à sa poitrine, dans le sens où il y a beaucoup de femmes qui ont extrêmement peur de comment vont devenir leur poitrine après l'allaitement. Et Ouais. Oui, parce que une des grandes idées aussi qui circule, c'est ça va te déformer la poitrine. ouais, alors que bon, bah, il faut en remettre les choses dans le contexte. Hein. Ce qui déforme principalement la poitrine, c'est la grossesse Mm. et la montée de lait qui est consécutive. Parce que même si on n'allait pas, on aura majoritairement des cas Bah de oui, montée de lait. Et donc, c'est la montée de lait qui est la plus tout à fait. faramineuse. Et forcément, oui, dans la grossesse aussi, hein, les seins se modifient énormément parce que métaboliquement, les seins se préparent à allaiter. Et donc, il peut y avoir déjà durant la grossesse, qu'on le veuille ou pas allaiter, des pertes de colostrum, des seins qui gonflent énormément, qui deviennent douloureux, etc. Et Mm. donc, qui perdent de leur tonicité après ou qui sont transformés en fait par l'imprégnation hormonale. Donc, je pense qu'il y a beaucoup cet élément-là qui joue aussi, de la peur de Ouais. comment va devenir la poitrine et du fait de rentrer aussi dans un cercle, entre guillemets, des femmes qui allaitent. Et ce côté qui ne correspond pas forcément, là je retourne sur l'ancrage social, hein, mais aux autres mères qu'il y a dans son entourage. Donc Mm, mm, mm. voilà, donc je pense peut-être qu'il y a ce côté-là aussi où, qui va impacter ce rapport au Ok. corps et qui va impacter aussi cette, euh, cette facilité ou pas à allaiter. Et force est de constater qu'aussi, il y a certaines poitrines où c'est plus simple, plus facile. Il y a plein de femmes qui pensent aussi qu'une petite poitrine ne peut pas allaiter. Ouais, faux, je vous le dis. Oui, c'est ça. Oui, pareil. Voilà, vraiment. Euh, après 3 ans, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi Ouais, plein de femmes qui vont vous dire que des gros seins ne sont pas forcément ce qui est plus facile pour faire allaiter, puisque les positions sont parfois moins évidentes. voilà. Euh, et clairement, le volume mammaire de départ n'impacte aucunement les Il n'y a potentialités. pas d'incidence Non, il n'y a pas du tout sur la d'incidence. production de lait. C'est ça. Donc, il y a toutes ces croyances aussi à creuser en fait avec les femmes, à voir, mais tiens, vous ne vous pensez pas capable d'allaiter, mais pourquoi? Et ce qu'on va aussi beaucoup retrouver, c'est, mais dans la famille, on a un mauvais lait. Parce que à la grand-mère, on avait dit qu'elle avait un mauvais lait, qu'à la mère, dans les années 80, On a dit la même on a dit chose, la même ou qu'elle en avait chose, pas assez. qu'elle n'avait pas assez et qu'il était trop clair, en pressant le bout de sein, de manière extrêmement charmante et harmonieuse au début de. Mais c'est des trucs qui se faisaient à l'époque. Ouais, Hein. On pressait du lait ouais, bien aux sûr. femmes, où on disait mais il est trop aqueux, il n'y a rien qui sort, en sachant que, bah oui, forcément, le lait de début de tétée est beaucoup plus fluide que le lait de fin de tétée, soit, ou alors Mhm. même des soi-disant des pseudo-tests qui étaient faits sur le lait pour déterminer si oui ou non il était suffisamment nourrissant ou pas. Ce qui est fou, enfin ça Ouais. paraît dingue, mais à l'heure actuelle, à l'époque c'est ce qui se faisait. Donc Ouais, et tout ça, c'est notre héritage psychologique parce que nos grands-mères, nos mères, elles ont transmis nos tantes, nos grandes tantes nous ont ça. transmis ça d'une ça. façon ou d'une autre. Donc forcément, si dans la famille on ne peut pas allaiter, ou si dans la famille de toute façon ça s'arrête toujours à 3 mois, bah forcément ça peut se dire bah oui mais de toute façon on cherche même pas plus d'informations que ça, de toute façon dans la famille on peut pas. Donc à partir du Mhm. moment où on grandit avec ça, bah ça peut être compliqué de sortir de ces croyances-là encore et de ce rapport au corps où le corps de toute façon c'est une poitrine qui est inapte. Et l'autre rapport au corps qu'on peut pas exclure non plus, hein, le pendant de la pudeur, c'est que la poitrine est un objet sexuel. Ouais.
Et Tout à ça, fait. c'est quelque chose qu'on peut pas ignorer à l'heure actuelle, hein. Il suffit de regarder les panneaux publicitaires, partout où on en trouve, hein. La poitrine est Mhm. clairement sexualisée. Force d'ailleurs est de constater aussi que un téton de femme n'est pas un téton d'homme. Et donc, Ouais. le corps des femmes et les seins des femmes, particulièrement, sont perçus comme étant un objet sexuel. Et donc, un objet sexuel ne peut pas être, Ne se montre pas. ne se montre pas et ne peut pas s'utiliser à des fins de maternage. Puisque, bah, quand même, enfin, Ouais. c'est un sein, quoi. Et puis, il y a des gens qui vont carrément, il y a des femmes qui vont intérioriser très clairement et des hommes, hein, qui vont dire très clairement, mais non, ça, c'est mes jouets à moi. Alors Hmm. là, on peut questionner aussi sur l'intériorisation du sexisme. C'est que la poitrine, dans ces cas-là, est réduite en fait à l'état d'objet, en l'occurrence Ouais. objet sexuel, euh, tant de la part des femmes qui peuvent le penser que de leur Mhm. partenaire féminin ou masculin. Et donc forcément, ça veut Ouais. dire que si une poitrine est un objet sexuel, elle ne peut pas être un objet de maternage, quoi, et un objet et servir au maternage et remplir son rôle nourricier. Tout à fait. Ok. On a, on a pas mal balayé là de sujets dans pourquoi on fait le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que y a d'autres choses qui te viennent en tête? Bah, euh, On a beaucoup parlé du pourquoi, enfin voilà, de l'héritage qu'on a de société, des croyances, etc. mhm, On a parlé de la place de notre rapport au corps. ouais. On a parlé du deuxième parent aussi, mais qui en fait fait partie aussi du côté société et croyance parce que lui aussi il est imprégné dedans. Mhm. Après tout ce qu'on a parlé, est-ce que tu vois, il y a un livre que tu aimerais recommander à des mamans ou des papas qui nous écoutent? Ah, moi, je pense que le premier qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le concept du continuum de Jane Dildoff, D'accord. qui Je est, mettrai ça en note. ouais, vraiment, je pense que c'est vraiment un livre qui est assez fondateur dans la perspective de l'allaitement. Après, enfin, de l'allaitement même, de la perspective du maternage, en fait, hein. D'accord. Et donc, je pense que vraiment, ça peut impacter vraiment beaucoup la façon de percevoir les choses à long terme. Mm, mm, mm. Ouais, aujourd'hui, on a vraiment besoin de se défaire de toutes ces croyances qui sont ancrées en nous et dans notre société, parce que les choix qu'on fait, allaitement ou pas allaitement d'ailleurs, mais en Mhm. tout cas, sont guidés par nos croyances Oui, qui nous sont transmises par complètement. notre entourage, l'environnement dans lequel on vit, nos parents, nos grands-parents. Ils vivaient dans une société où on mettait pas en avant l'allaitement, on n'incitait pas les femmes à allaiter. Ah oui, non, c'est sûr. Et c'est et là, malheureusement, on peut pas ignorer l'influence des lobbies et de, de l'agroalimentaire là-dedans, puisqu'il y a pendant des années, et il y a encore aujourd'hui, énormément de communications qui ont été faites dans le sens où bah, il fallait plutôt pousser les femmes à utiliser du lait infantile parce que bah, c'est terrible à dire, mais c'est quand même beaucoup plus rentable d'avoir des personnes qui consomment du lait infantile que des personnes qui n'en consomment Ouais, pas. Et c'est le bien gros sûr. problème des pratiques de maternage proximal, enfin de parentage proximal plus généralement, c'est le fait que ça ne coûte pas grand chose en fait de s'occuper d'un enfant quand on le fait de cette manière-là. Et donc c'est ainsi que on va avoir des pratiques qui sont mises à mal. Et c'est encore le Mm, cas aujourd'hui, notamment grâce à Nestlé, qui encore aujourd'hui va euh, financer des maternités et autres hôpitaux dans différents pays du monde sous prétexte, et seulement, pardon, pas sous prétexte, mais sous condition que les mm, soignants fournissent les premières boîtes de lait gratuitement aux mères, induisant mm, mm. forcément bah, une absence de Un choix. lactation ensuite. Mm. Voilà. Oui, et Et, un choix de cette marque-là en plus. oui, c'est ça en plus, hein. Mais Mm. pour les fidéliser, entre guillemets, puisqu'une lactation qui se prépare en route bah, permet bah, un allaitement de ne pas se tenir, hein, même si on sait que la lactation est possible, mais il faut le savoir, encore une fois. Et quand Mm, on ne le mm, sait pas, mm. voilà. Et dans les pays en voie de développement, par exemple, donne du lait infantile, pour moi, c'est criminel, en fait. C'est criminel parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les boîtes de poudre de manière Ouais. pérenne sur le long terme, que l'eau à disposition n'est fort souvent
pas potable. Et c'est comme ça qu'on a des millions d'enfants qui ont des grosses maladies, des grosses pathologies, qui sont en sous-nutrition parce que les boîtes de poudre étant tellement chères, la quantité est sous-dosée après par les familles qui n'ont pas les moyens. Et ça, je Ouais. ne l'invente pas. Il y a un reportage qui a été fait par... Est-ce que c'est Cache Investigation ou c'est Envoyé Spécial il y a 2-3 ans, je pense, qui a fait un reportage sur Nestlé sur ce sujet-là, quoi. Donc c'est pas une vue de l'esprit et c'est pas du complotisme de dire ça, en fait, hein. C'est une réalité et c'était la même réalité en France il y a encore 30-35 ans, quoi. Mm. Et on peut très bien le voir dans une série qui s'appelle Midwife. C'est une série qui parle des sages-femmes en Angleterre dans les années 50. Je- Ah oui, J'ai plus le titre en tête. Si on va le retrouver, le mettre dans les notes du on le podcast. retrouvera et on le mettra en note, oui. Ouais, c'est où en gros il met en évidence tout l'avènement en fait des préparations de lait infantile, en sachant quand même que les Mhm. premières préparations de lait infantile dans les années 50, c'était du lait concentré sucré, hein. Donc Ah, probablement aïe. vos mères, vous qui écoutez, hein, si elles sont nées dans les années 50 et qui n'ont pas été allaitées, ont été nourries au lait concentré sucré. Ouais. Et ça paraît dingue, mais c'est la réalité. Oui, Et, aujourd'hui ça paraît dingue, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. ouais, c'est ça. Et donc, il faut se rendre compte aussi que il y a vraiment des gros impacts en fait de la communication. Et c'est pour ça que de plus en plus, les laits infantiles ne peuvent pas faire de la publicité, etc. Et qu'il y a d'ailleurs de moins, je sais même plus si certaines pubs sont encore autorisées. Au niveau des laits infantiles, je sais pas quelles sont encore autorisées. Pour être honnête, j'ai pas la Moi télé, aussi, je pense qu'il y en a encore. donc Ah, je ne sais peut-être pas pas. à la télé. Mais je sais que il y a, Je sais pas, bonne question. il y a des, en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs distributeurs qui respectent le code par rapport à l'allaitement, etc., et que donc Mhm. ils ne promeuvent pas tout ça. Mais en tout cas, je sais que voilà, c'est techniquement, il faudrait fournir de l'information, du soutien, et c'est pour ça qu'il y a tout le réseau de pharmacies qui s'est créé aussi d'aide à l'allaitement qui existe pour Mhm. justement où ce n'est pas des pharmacies où on voit des boîtes de lait à tire-larigot, où les boîtes de lait sont en Mhm. réserve, elles sont données aux mères qui viennent ou aux parents qui viennent chercher ça et qu'avant de leur donner, on va chercher avec elles savoir si on peut les aider à poursuivre leur allaitement. Ouais. Je crois Donc, qu'ils ont le droit, tu vois, de faire de la pub, mais qu'ils se doivent de noter. C'est un truc du style que le lait maternel, c'est le meilleur, enfin, c'est le meilleur pour vos bébés. gros, ouais, c'est D'accord. ça. Bon, enfin, tout ça, voilà, ça nous influence plus ou moins consciemment, souvent très inconsciemment dans nos choix d'allaiter ou non. Mm-hmm. Alors, à des mamans qui se posent la question, qui écouteront Milkshaker et puis qui sont peut-être enceintes ou même pas enceintes, mais qui se posent la question, est-ce que j'ai envie d'allaiter ou pas? Quels conseils tu pourrais leur donner pour faire un choix le plus en conscience possible? Quel conseil? Moi, j'aimerais vraiment leur conseiller, enfin surtout leur conseiller, c'est mais euh, pourquoi allaiter et pourquoi ne pas allaiter déjà, savoir pourquoi, essayer de vraiment Mhm. savoir et d'aller voir dans leurs croyances en fait et qu'est-ce qu'il y a derrière dans ces réponses, dans leurs réponses, quelles sont les Ouais, qu'est-ce croyances. qui se cache derrière le j'ai envie d'allaiter et qu'est-ce qui se cache derrière le je n'ai pas envie d'allaiter? C'est ça, C'est voilà. ça? Et quelle est entre guillemets, quelle est quelles sont les informations objectives en fait à leur disposition pour les accompagner dans un choix euh, éclairé. L'objectif ce sera jamais de rendre l'allaitement obligatoire et de fustiger les femmes qui ne le font pas, etc. Parce que il y a dans plein de Mhm. cas, on n'a pas cité, c'est vrai que ces cas-là où il y a des cas d'agression sexuelle où clairement les femmes sont coupées de leur corps et où c'est où la sexualisation de leur corps est très compliquée. Il y a des tas de cas où clairement la sexualisation du corps est tellement importante et le traumatisme par rapport au corps est tellement important que voilà, c'est compliqué. Il va y avoir des mères ou qui ont eu un cancer du sein et où elles n'ont plus de glandes mammaires, donc forcément elles ne peuvent pas allaiter. Euh, Mhm. mais le fait est que l'objectif c'est quand même de pouvoir donner aux femmes toutes les informations qu'elles peuvent, parce qu'il y a quand même un très gros pourcentage de femmes qui allaitent au moins au début, Ouais. Ou au moins qu'ils veulent essayer. qui veulent essayer. Et le problème c'est que à cause des croyances qu'elles ont, etc., et que les couples ont, et que les familles ont globalement, et qui ça peut amoindrir et mettre à mal les allaitements parce que quand on n'a pas de soutien, encore une fois, bah, c'est très compliqué de tenir la barque face à quelqu'un qui va critiquer, par exemple, le fait d'allaiter. Oui, et moi je ne peux pas créer de lien avec l'enfant, etc.
Donc c'est tout un chemin qui peut se faire. Et c'est des questions, par exemple, moi, que je pose systématiquement dans mes accompagnements que je fais pendant les grossesses, que je propose en fait, Ouais. pour permettre une meilleure arrivée du bébé, de la naissance et du postpartum en fait. C'est toujours de dire ok, mais ok, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce sujet-là? Comment est-ce que vous vous percevez par rapport à ça? Quelles sont vos croyances? Comment vous le vivez? Comment on prépare le postpartum? Comment on crée du lien avec un bébé, etc., etc. Et comment on crée du lien avec un bébé? Bah, évidemment, tous les parents qui biberonnent pas vont vous dire, bah, moi, mon bébé, j'ai un lien extrêmement fort avec lui. Bah, bien évidemment, ça prouve bien que la question du Mm. nourrissage du bébé n'est pas important, en fait. Ouais, ouais, Il faut qu'il soit nourri, ce bébé, bien sûr. Mais le lien avec le bébé, il ne se bien fait pas sûr. uniquement par rapport à l'allaitement. Par contre, on ne peut pas ignorer le fait que, par exemple, dans un cas d'un accouchement traumatique et d'une césarienne, par exemple, etc., l'allaitement peut carrément aider à réparer tout ce sentiment d'incompétence parentale Mm, mm, mm. qui peut avoir émergé suite à un accouchement qui ne s'est pas passé comme on l'avait voulu, suite à une césarienne où on se sent senti coupé en fait de ses compétences parentales. L'allaitement peut vraiment Mhm. aider et là je vais utiliser les mots de Quantique Mama, hein, de Karine, où elle va dire Ouais, à tisser les liens en fait, à tisser l'invisible en fait. ouais, Donc on peut pas, voilà, c'est en fait les pratiques de parentage proximal aident à tisser du lien et aident à comprendre son bébé. Mais c'est pas pour autant que c'est évidemment que un bébé ça a besoin d'être nourri, hein, et de quelque manière qu'il soit. Mais clairement, on ouais, s'enlève pas mal d'épines du pied en allaitant. tout à fait. Ok. Bon, c'était super intéressant. J'espère que ça vous aura éclairé un peu dans les, les choses un peu sous-entendues, inconscientes qui nourrissent nos envies ou non d'allaiter, l'idée qu'on s'en fait, l'idée qu'on s'en fait aussi quand on regarde les autres allaiter, quand c'est pas encore un sujet qu'on connaît, et que ça va vous aider à faire des choix mais plus éclairés que juste le choix en effet de ma mère a pas pu m'allaiter, elle avait pas assez de lait et ma grand-mère non plus, donc a priori moi j'aurais pas assez de lait non plus. Parce que c'est dommage de s'arrêter à ça en sachant que voilà, les allaitements de nos mères et de nos grands-mères se sont passés à des époques où encore une fois l'allaitement n'était pas du tout mis en avant comme quelque chose de même pas bénéfique en fait pour le nourrisson. On allait même jusqu'à dire que de toute façon le lait infantile c'était très bien et que pourquoi se prendre la tête à allaiter alors qu'il fallait vite retrouver son indépendance. Tout à fait. C'était une époque aussi où la femme essayait de s'émanciper et que voilà ça répondait à ce besoin-là aussi. Ouais. Et sincèrement, une dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut pas oublier l'importance des représentations qu'on a autour de soi. Et que à l'heure actuelle, allaiter est devenu extrêmement compliqué parce qu'on ne voit plus les femmes allaiter. Et c'est Tout à fait. pas pour rien qu'on dit aussi aux femmes, mais n'hésitez pas à allaiter partout. Moi, j'aime pas dire allaiter en public parce qu'on va pas chercher le public pour allaiter devant lui, mais allaiter partout, Mm, en effet, parce que le fait de voir des femmes allaiter, le fait de voir les positions qu'on peut faire prendre au bébé, le fait de voir les manipulations du bébé pour le mettre au sein, le fait de voir un bambin prendre le sein, etc. mm. Forcément, euh, ça ancre dans l'inconscient, là, les connaissances de base en fait. Je veux dire, Ouais. l'allaitement est quelque chose de physiologique, mais il n'est pas pour autant inné, spontané dans la manière de Mm. l'aborder. C'est pas pour rien qu'on a besoin de consultantes en lactation pour aider à la mise au sein, etc. Parce qu'on voit tellement peu de femmes le faire qu'en fait ça nous paraît bizarre et qu'avant que ce soit le nôtre, souvent on n'a pas vu une femme faire une mise au sein, quoi, et mettre le bout de nez au niveau du mamelon pour que le bébé Ouais. fasse une bascule de tête, pour que le bébé chope le sein, la bouche grande ouverte, qu'il y ait bien une succion, qu'elle ait fait ventouse, etc., etc., etc. Et donc je pense que le fait d'aller au contact avec des femmes qui allaitent, le fait d'aller parler avec elles, le fait de voir leur bébé téter, le fait de voir tout ça, de vraiment de se confronter au milieu en fait de l'allaitement et de se dire ok, mais en fait ça va normaliser et rendre les choses beaucoup plus faciles. Si on a vu 15 femmes Ouais. allaiter et si on a vu surtout, n'hésitez pas à aller voir des copines en postpartum, si vous avez des amis en postpartum, non seulement elles ont besoin de compagnie, dans tous les cas, Ouais. venez avec Amenez-leur un truc à manger, ouais, venez avec de vider la le nourriture, lave-vaisselle. voilà, ça.
venez avec de la nourriture, faites la vaisselle avant de partir et prenez soin d'elle parce qu'une femme qui vient d'accoucher a besoin d'être maternée, clairement. Elle aussi. Ouais, mais surtout observez ce que c'est que le rythme de la nourrition, etc. Ne restez pas sur les croyances de un bébé, ça peut être toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, etc. Parce que la réalité d'un nourrisson, ça peut être aussi très éclairant. Ça peut être un peu effrayant aussi au départ, mais ça peut être très éclairant et rendre les choses beaucoup plus sereines quand on y est, parce qu'on se dit, bah oui, finalement, c'était bien comme ça que ça se passe, mais je le savais. Et donc, ça me fait moins peur. Et donc, j'ai moins la croyance que c'est anormal, la façon dont ça se passe. Et cette crainte de la normalité et cette crainte de, il y a quelque chose qui est pas normal, il y a un problème, et cette crainte qu'il fallait attendre autre chose va générer beaucoup d'angoisse et de problèmes et de manque de spontanéité, en fait, envers son enfant, qui ne demande pourtant que de l'authenticité et de la spontanéité. Ok. Donc à ces femmes qui se demandent si elles vont allaiter ou non, qui se demandent si elles ont envie ou non, on peut leur dire, voilà, encore une fois, essayez d'aller chercher un tout petit peu plus loin que le j'ai envie ou j'ai pas envie et d'essayer de comprendre les questions que ça soulève. Et, tout à fait. Ouais. Elles sont différentes en fonction des femmes. Et à celles qui allaitent déjà, continuez, et si le cœur vous en dit, et allaiter partout tout le temps, comme le dit le hashtag, pour aider celles qui ne connaissent pas et pour qui c'est un mystère, l'allaitement, à en faire quelque chose de plus banal et de plus normal. C'est ça, tout à fait. Il ne faut pas hésiter aussi à venir chercher du soutien, des conseils et peut-être voilà, être un alignement avec soi-même auprès de psys qui sont ouverts sur la question. Parce que ça aussi, le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas envie d'envoyer des gens vers des psys qui vont dire bah, vous faites comme vous voulez, hein. Alors que la question, elle n'est pas on fait comme on veut. Bien sûr qu'on fait comme on veut. La question, c'est comment on sait ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça, oui, c'est ça, comment est-ce qu'on sait ce qu'on veut et qu'est-ce que ça implique pour moi. Et donc la question, c'est ça, c'est comment est-ce que je peux faire un choix en étant vraiment aligné avec mes valeurs. Et peut-être que justement, questionner tout ça, ça peut me permettre de mettre à jour des choses qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas dites, qui étaient un peu cachées, qui étaient inconscientes un peu, etc. Et ça peut, en un ou deux rendez-vous, faire le point et repartir l'esprit plus léger en ayant fait un choix, en se disant, bah oui, finalement, voilà, moi j'ai fait ce choix-là et ça me convient. Ouais, et là, le professionnel, il n'est pas là pour vous dire, bon, bah, vu votre histoire ou je ne sais quoi, vous pouvez ou vous pouvez pas, ou faites-le ou ne le faites pas. Il est là juste pour vous aider à ouvrir des portes que vous n'auriez pas ouvert seul. C'est ça. Encore une fois, des questionnements, des réflexions, et que de vous-même, en fait, en ressorte un choix plus éclairé. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est valable pour l'allaitement, et puis c'est valable pour tout, en fait. Pour tout, globalement, ouais, tout à fait. Le thérapeute, il n'est pas là pour vous dire quoi faire, il est là pour vous faire trouver tout seul ce qui est le mieux pour vous. Exactement. Ok, merci beaucoup Natacha. Est-ce qu'on s'est tout dit? Bah écoute, je pense que sur ce sujet-là, en tout cas, on a fait, on a quand même pas mal parlé. On a sûrement, on est déjà à 1h04. Ouais, sûrement on a oublié des choses, mais voilà, forcément. Bon, on nous excusera. Ok, bon bah parfait. Natacha, avant qu'on se quitte, est-ce que si tu devais résumer l'allaitement en un mot, tu me donnerais quoi comme mot? Puissance. Même où il y a un mot peut-être anglais, l'empowerment. Pour moi en tout cas, ouais. Ça veut dire le fait de se rendre, de retrouver du pouvoir par rapport à ça, de se sentir pleine de pouvoir grâce à ça. Et le fait de se sentir forte. Okay. Je me suis jamais sentie aussi forte et aussi puissante que depuis que je me balade avec ma fille en portage, avec un sein dans la bouche, en me disant mais en fait je peux faire ce que je veux. Ma vie elle est à moi et je décide que ce que je veux. Et j'ai réussi à faire grandir un petit être et à le porter. Et je l'ai fait grandir dans mon corps, et je le fais grandir par mon corps. Et je trouve que c'est d'une puissance, d'une force assez incroyable. Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir échangé sur ce sujet du choix, éclairé ou non d'allaiter ou de ne pas allaiter. On va retrouver toutes les petites références dont on a parlé et puis on vous les mettra en note. Et puis voilà, Natacha, à une prochaine fois pour reparler d'un autre sujet autour de l'allaitement. Avec plaisir. Et à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Au revoir.
Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en parlant beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. You know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. So I'll be there, I'll be there for you.